militants de l'Action française qui participent au Cercle Proudhon et pour quelles raisons? Alors dans les 8 fondateurs du Cercle Proudhon, il y a 2 syndicalistes révolutionnaires, 5 militants qui viennent de l'Action française, et donc ça fait 7. Et il y en a un autre qui est à la base un républicain qui s'appelle Albert Vincent, qui est un républicain qui vient au Cercle Proudhon, qui se convertira, à part, se convertira, qui deviendra assez rapidement militant de l'Action française. Et je crois même qu'après, il va quitter le Cercle Proudhon par, par crainte ou par. Voilà. Bon, c'était quelqu'un peut-être d'un petit peu de moins engagé que les autres personnes. Et donc les 5 autres fondateurs du Cercle Proudhon sont des militants de l'Action française. Alors pour les citer et pour être sûr de ne pas les oublier, je les ai notés, parce que j'ai tendance à inverser les prénoms. Donc il y a évidemment Georges Valois, que je présenterai plus tard. Donc il y a Georges Valois, il y a Henri Lagrange. Henri Lagrange, c'est une sorte de légende du Cercle Proudhon, de l'Action française, puisque c'est quelqu'un qui est mort très jeune et qui en très peu de temps apparemment a charrié une grande expérience et qui a créé une grande admiration autour de lui. Donc apparemment c'était quelqu'un de très fort, de très engagé. Voilà. Donc Henri Lagrange, Gilbert Maire, René de Maran et André Pascalon. Donc ce sont les fondateurs les militants de l'Action française, fondateurs du Cercle Proudhon. Et ce sont pour quelles raisons eux se sont engagés au Cercle Proudhon, parce que ce sont quand même les éléments les plus sociaux de l'Action française. Ce sont les éléments qui sont le plus intéressés par les questions économiques et sociales, par les questions, pour des raisons privées ou pas, qui sont le plus intéressés par les questions des masses ouvrières. Et, euh, et de toute manière, c'est pas un hasard que l'Action française se rapproche des classes ouvrières, parce que effectivement, on peut rentrer un petit peu dans le politicien et dans les tactiques. Effectivement, Charles Maurras, l'Action française avait peut-être des vues sur les ouvriers, entre guillemets, puisque bon, on est quand même dans un combat politique. Mais c'est quand même. Et c'est vrai qu'à l'Action française, la doctrine socio-économique est un peu. C'est pas ce qui est mis le plus en avant. Mais c'est quand même une tendance assez naturelle pour les militants de l'Action française de s'intéresser aux classes ouvrières et au peuple, entre guillemets. Donc c'est assez cohérent. J'ai préparé une petite citation de Maurras, très simple. Maurras qui écrit: nous sommes nationalistes, pardon, nous sommes nationalistes et par conséquent nous avons l'esprit social. Bon, donc ça démontre bien que à l'Action française, c'est quand même une question assez intéressante, une question normale, légitime. Plus précisément, qui est Georges Valois? Euh, alors Georges Valois, donc c'est la figure, c'est le principal créateur du Cercle Proudhon et c'est le principal auteur aussi avec Berthe du Cercle Proudhon. Georges Valois, donc à l'époque c'est un membre de l'AF et un disciple de Maurras. Mais Georges Valois, il a vraiment un parcours atypique et que certains vont dire incohérent ou même peut-être instable, délirant, mais quand on approche un peu plus l'histoire et les écrits de Georges Valois, finalement c'est quelque chose, c'est un tout et on se rend compte qu'il a jamais véritablement changé de combat. En fait, la philosophie de Georges Valois, ça se résume en 2 mots. D'ailleurs, je crois que c'est le titre d'un ouvrage. C'est L'homme contre l'argent. Georges Valois, c'est quelqu'un qui toute sa vie
a décidé a essayé de lutter contre le règne de l'argent. Et c'est-à-dire que sa trajectoire après est très particulière parce que Georges Valois, donc il vient du monde paysan, je crois que c'est un fils d'artisan proche du monde paysan, d'une famille plutôt républicaine. Mais il devient très vite, il va très vite être attiré par des idées plus radicales. Il va se tourner assez rapidement vers l'anarchisme. Je crois que dans ses premières années, vers 17 ans, il part à Singapour. Et quand il revient d'Asie, il, je crois que là-bas, il est tombé sur plusieurs ouvrages qui font un peu l'apologie du prolétariat et de la question sociale. Et il revient en France empreint de tout ça. Il commence à fréquenter les milieux révolutionnaires, il rencontre Georges Sorel. Et à ce moment-là, donc, il est plutôt très marqué anarchiste. Puis il va se tourner de plus en plus vers le syndicalisme révolutionnaire. Et je crois qu'aussi un des tournants, c'est son service militaire. Euh, Parce que lui, comment dire, qu'on pourrait penser hostile aux idées d'autorité et d'ordre, apparemment il va être très marqué par son service militaire. Et il se rend compte qu'il a un profond respect de l'ordre et de l'autorité. Et il commence à vraiment analyser ces questions-là au niveau global, donc rapport à la société. Et il va de plus en plus se tourner vers Maurras. Vers Maurras et sa philosophie, son empirisme organisateur, son positivisme. C'est-à-dire qu'il va vraiment considérer que la monarchie est pour lui le meilleur moyen de lutter contre la bourgeoisie et ce pour les classes ouvrières. C'est-à-dire que Valois, c'est vraiment quelqu'un qui vient au monarchisme. C'est par la gauche en fait, par les questions sociales pour les classes ouvrières. Et donc je disais qu'il avait un parcours assez tortueux parce que commence anarchiste, famille républicaine, il commence anarchiste, puis syndicaliste révolutionnaire, puis finalement membre de l'Action française, puis tout en restant un peu atypique à chaque fois dans tous les départements en gros où il est, puis fondateur du Cercle Proudhon, quelque chose aussi d'assez à part. Puis bon, après, les contextes Première Guerre mondiale, Révolution russe, tout ça. Mais finalement, il va quitter avec perte et fracas l'Action française pour créer en 1925 le premier et seul parti fasciste français qui s'intitule Le Faisceau, authentiquement fasciste, c'est-à-dire que vraiment revendiqué de l'Italie mussolinienne. Cette expérience va durer une seule année et il va retourner finalement à ses premières amours qui sont le syndicalisme. Et Georges Valois, il va même mourir en homme de gauche, vraiment engagé pour les syndicats, et il va mourir dans les camps de concentration. Lui, ce sera vraiment une victime du génocide. Donc Georges Valois, c'est quelqu'un d'iconoclaste, un parcours atypique qu'on ne comprend pas au premier abord, mais qui est vraiment cohérent. Dans la postface que j'ai écrite, j'ai fait quand même un rapprochement avec Soral, c'est intéressant, là, ces fluctuations de droite à gauche. Et, euh, et voilà pour son parcours. Après, Georges Valois, c'est quelqu'un qui est marqué par la lecture de Proudhon, par la lecture de Maurras, de Nietzsche aussi. C'est quelqu'un qui écrit, hein, c'est un auteur. Il s'intéresse au catholicisme. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'ordre, mais pas à l'ordre pour l'ordre, c'est-à-dire c'est à l'ordre pour la cohésion et l'émancipation, enfin l'organisation, voilà, pour l'organisation de la société. Comment Maurras percevait-il le cercle Proudhon?
Alors donc Charles Maurras fait pas partie du cercle Proudhon, au même titre que Georges Sorel ne fait pas partie du cercle Proudhon non plus. Ils sont restés tous les deux en retrait rapport au cercle, dans une sorte de bienveillance un peu dubitative. C'est-à-dire que pour parler de Maurras, parce que Sorel, lui, était quand même enclin à un rapprochement avec les nationalistes, mais pas. Il y avait quand même beaucoup de doutes sur l'Église et sur l'Église et sur la monarchie, qu'il considérait un peu comme des institutions mortes, ce qui explique que Sorel n'a pas été plus loin dans le rapprochement. Et pour Maurras, même s'il y a énormément de points communs et de choses à creuser, pour Maurras, il est assez dubitatif sur le syndicalisme révolutionnaire. Il est, disons que c'est pas que ça l'effraie, mais l'action violente prolétarienne revendiquée par le syndicalisme, c'est pas ce qui l'attire le plus. Pour le Maurras, c'était pas non plus un spécialiste du socialisme. C'est pas un spécialisme du socio-économique, des questions économiques. Donc, il s'y intéresse, mais enfin, apparemment, il a plutôt regretté de ne pas s'y être plus intéressé tout au long de sa vie. Donc, les rapports de Maurras avec le cercle Proudhon. L'Action française a fourni les locaux, a fourni donc la structure, a fourni le réseau, a fourni plus de militants, mais Maurras a présidé à la première réunion du cercle, mais Maurras a mis un point d'honneur à ce que le cercle Proudhon ne soit pas affilié officiellement à l'Action française. C'est-à-dire qu'il voulait préserver le mouvement de l'Action française et il voulait aussi préserver sa doctrine, ce qui est normal, et de la même manière que Sorel peut-être a voulu préserver un petit peu aussi son terrain idéologique. Et puis Maurras n'était pas. Ses rapports avec Valois sont un peu ambigus, puisque donc c'est Valois qui est le principal créateur du cercle. Maurras a de la bienveillance envers Valois, qu'il est même impressionné par lui, qui est vraiment une recrue prolétarienne, vraiment puissante, mais il considère quand même que c'est un élément atypique, voilà, c'est un petit peu ambigu. Et d'ailleurs, Valois quittera l'action française et scellera un petit peu ses différends. On peut rajouter que Maurras, il est pas vraiment fan de. Enfin, il est pas fan. C'est pas ses premiers intérêts. Déjà, bon, Maurras, il déteste tout ce qui est germanique. Donc, le cercle Proudhon qui se revendique un peu de Nietzsche, c'est pas la tasse de thé de Maurras. Il est un petit peu suspicieux aussi vis-à-vis de Proudhon, qui n'est pas, qu'il considère, qu'il reconnaît, qu'il fait même plus que reconnaître. Mais il y a toujours, ce ne sont pas ses auteurs de prédilection, hein. Maurras, c'est plus De Maistre, Bonal et compagnie, quoi. Donc c'est un peu une autre sphère. Voilà, pragmatiquement, Maurras a accompagné un peu le cercle Proudhon, et puis est resté en dehors. Voilà. Quelle est la place de la question sociale à l'Action française? Alors, l'Action française, ils ont un peu mauvaise réputation au niveau de la question sociale. Euh, on pense souvent qu'il y a une absence de questions socio-économiques à l'Action française. C'est relativement faux. En fait, c'est plutôt une méconnaissance et c'est vrai que c'est pas la priorité pour l'Action française, mais c'est plutôt, c'est un peu de leur faute. Voilà. Ils mettent pas en avant assez ces questions-là. Puisque moi je pense humblement, si j'avais un conseil, il faudrait qu'ils souffrent un peu de ça, il faudrait qu'ils mettent plus en avant
le royalisme social, puisqu'il existe, il est présent. C'est-à-dire que chez Maurras, donc c'est pas du tout les priorités, puisque chez Maurras, on est sur le nationalisme en priorité, le royalisme, le positivisme, l'empirisme organisateur, c'est ce genre de choses, mais la question de l'organisation de la cité et des rapports entre la monarchie et les corps sociaux est présente. Donc le Maurras social existe. La question sociale à l'Action française existe de par aussi certains de ses militants, comme Georges Valois et tous ceux qui sont passés par le cercle Proudhon, mais je veux dire même au niveau de l'histoire de l'Action française, c'est pas incompatible. En fait, même aux origines de l'Action française, il y a, je suis pas un spécialiste non plus, je laisserai Monsieur Blanchonnet en parler, mais je suis pas un spécialiste des origines de l'Action française, mais il y a quand même dans les bases, c'est-à-dire que si on s'intéresse à la Tour du Pin, René de la Tour du Pin, ou à la doctrine sociale de l'Église, ce sont quand même des fondements de l'Action française. Et ce sont des gens qui, pour schématiser, sont, comment dire, c'est une vision sociale influencée par le catholicisme. Donc, donc c'est présent, toutes ces questions de justice sociale sont présentes et il faudrait les titiller un petit peu, les faire ressortir. Et c'est ce que fait le cercle Proudhon en rencontrant des militants syndicalistes. Il y a aussi eu enfin voilà, des cercles. Je crois qu'il y a eu l'existence des cercles catholiques ouvriers. Donc, il y a un passif. Après, le rapport de l'AF avec la question sociale, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent. Ils ont été très critiques vis-à-vis du socialisme, à raison, vis-à-vis du libéralisme également. Mais dans l'histoire, ils ont peut-être été trop opposés strictement aux visions de gauche, bon, hormis pour l'aventure du cercle Proudhon, mais, euh, mais, mais comment dire, ils ont peut-être pas creusé, mais comme tout à chacun finalement, qu'est-ce que le vrai socialisme et qu'est-ce que le vrai syndicalisme et qu'est-ce que la vraie radicalité, la vraie critique du libéralisme de gauche, qu'on redécouvre finalement peut-être aujourd'hui. Donc le cercle Proudhon a effectivement servi à rapprocher les questions sociales, les thématiques sociales et les thématiques nationalistes, effectivement à mieux interpréter certaines formes de socialisme pour l'Action française. C'est vrai que je dois préciser que pour l'Action française, le socialisme, le marxisme, c'est vraiment vu comme un anéantissement, une négation de l'homme, une sorte de négation de l'homme par sa dilution dans la société. Donc c'est pas une atomisation libérale, voilà, c'est une négation c'est en cela, qui est une critique valable, que l'Action française a rejeté le socialisme. Mais c'est pas pour ça que toute la question sociale est à rejeter, c'est pas pour ça que l'Action française a rejeté toute la question sociale, puisque j'ai dit, je l'ai précisé, il y a effectivement un substrat, une base, il y a de quoi faire au niveau social pour l'Action française. D'ailleurs, si je dois préciser, parce que si je veux utiliser une thématique de Maurras, qui fait la distinction entre le pays légal et le pays réel, le pays réel pour Maurras, c'est le peuple. Le peuple, ce sont les classes ouvrières. Donc voilà, il y a il y a cet angle de vue chez l'Action française. Et pour préciser les rapports de l'Action française avec la question sociale, euh, vraiment, l'Action française, eux, ils préconisent une indépendance totale entre les corps sociaux et la hiérarchie qui est le roi. Donc, c'est-à-dire un État incarné par le roi
qui est vraiment indépendant des lobbies, qu'on pourrait appeler des lobbies, et vice-versa, c'est-à-dire des corps sociaux, des structures de producteurs indépendants, eux, dans leur rapport socio-économique, de la domination royale, d'une certaine manière. Donc la question sociale à l'Action française, c'est un équilibre. Voilà, donc c'est un équilibre. Chez Maurras, c'est vu comme l'équilibre, c'est un ordre. Chez Maurras, c'est un mot qui revient souvent. Donc c'est l'ordre, c'est l'équilibre dans l'intérêt général. Voilà.